Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Philippe de Villiers. Merci de me recevoir chez vous, au Puy du Fou. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Alors Philippe de Villiers, d'abord j'aimerais vous dire, après avoir lu votre livre, c'est que ce livre est incroyable. Chaque page est un choc, chaque page est un coup. On ne tourne pas une page sans avoir une nouvelle information. Et j'imagine plusieurs publics qui vont lire ce livre. J'en identifie trois. D'abord, les journalistes, ceux qui sont bien informés, ceux qui ont une certaine expérience dans ce milieu, finalement, ils ne seront pas vraiment surpris parce que dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais dont on ne parle pas. Il y a le passionné de politique aussi, Philippe de Villiers. Deuxième, celui qui lit beaucoup, qui s'informe différemment, hors des canaux officiels, qui va se remémorer des événements, des interviews. Mais paradoxalement, chaque indignation au fil du temps, depuis 40 ans, elle est oubliée, le temps passe un peu, on passe à autre chose, on est une nouvelle fois trahi, on pardonne. Et puis troisième public, le bon public, le grand public, le brave, l'honnête homme au fond de sa province, qui parfois pensait que Philippe de Villiers exagérait, mais il commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas lui mentir très longtemps, trop longtemps, ça fait 40 ans que ça dure. Et ce brave homme pensait que la France avait une grippe ou un mauvais rhume. On découvre à travers ce livre que c'est un cancer qui nous ronge. Oui, t'as une question? Oui. La situation est très grave, la France peut mourir. Je pense que la France est en train de mourir. Et que s'il n'y a pas un sursaut, un gigantesque sursaut, la France glissera définitivement à l'abîme. Pourquoi? Parce qu'elle est submergée de l'extérieur et effondrée de l'intérieur. Elle est submergée de l'extérieur parce qu'on a transféré notre souveraineté. J'entendais ce matin M. Hollande qui dit on va faire ceci, on va faire cela, mais il sait très bien qu'il ment, puisque il n'a plus le pouvoir. Quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien faire pour nous. Donc submergé de l'extérieur, on a transféré la souveraineté, on n'a plus aucun pouvoir, on est un protectorat américain, point final, et puis submergé de l'extérieur parce qu'on fait face à une invasion migratoire. Les gens qui viennent chez nous, ils sont envoyés par l'État islamique, c'est ça la vérité, qui avait promis de nous envoyer, en février dernier, ils avaient promis de nous envoyer 500. C'était annoncé. Et donc en fait on a devant nous des envahisseurs. Il n'y a pas de chrétiens parmi ces gens-là. Les chrétiens, ils restent chez eux. Ils sont chez eux. Ceux qui sont encore vivants, ceux qui n'ont pas été massacrés. Ceux qui sont encore vivants, ils restent chez eux, ils veulent rester chez eux parce qu'ils sont chez eux depuis 2000 ans là-bas, en Orient. Voilà. Et puis, je dis effondrer de l'intérieur. Effondrer de l'intérieur parce que Solzhenitsyn m'avait dit un jour, ce qui a sauvé les pays de l'Europe orientale et la Russie elle-même, c'est que les pays de l'Europe orientale avaient transféré leur souveraineté, ce qu'on appelait la souveraineté limitée de Brejnev, mais ils avaient gardé leur identité. Et donc ils ont sauvé leur âme. Et donc quand ils ont récupéré leur souveraineté, eh bien ils ont pu restaurer leur pays parce qu'il y avait encore l'âme d'un peuple, il y avait encore l'âme de la Pologne, de la Hongrie, etc. Là, dans notre cas, c'est pas la même chose. On a des BHL de service, des Attali et consorts, qui expliquent que la France est une tâche ignominieuse sur la carte des points précieux de la planète. Et en même temps, on interdit aux jeunes Français de connaître la France, de l'aimer. Donc un pays qui n'a plus de contour, qui n'a plus de compteur, ne reste plus et meurt. Et donc, les hommes politiques, ce que je dis dans mon livre, ont abattu les murs porteurs. Le caractère sacré de la vie, l'affiliation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde. Alors justement, on va revenir aussi sur le point de Maastricht. L'anéantissement du politique, le contrôle planétaire, un aéropage de commissaires européens qui nous gouvernent. Et pendant ce temps-là, en France, on a un semblant de démocratie avec, par exemple, récemment, les députés français qui passent 3 semaines à l'Assemblée nationale pour voter un quota de une chanson française supplémentaire par mois sur les radios. Voilà à quoi sert l'Assemblée nationale en France. Mais vous semblez dire un certain paragraphe
en disant Séguin n'est plus là, Chevènement on ne l'entend plus, Pasqua n'est plus là, tous les souverainistes, c'est la mort du souverainisme politique. Vous l'avez écrit, il y a une phrase. Oui, je dis tous ceux qui ont dit la vérité, par-delà leurs défauts, leurs défaillances, etc., mais tous ceux qui ont dit la vérité, et qui étaient peu ou prou souverainistes, c'est-à-dire qui pensaient que la France ne pouvait rien faire par elle-même, si elle ne le faisait pas elle-même. Tous ceux-là sont partis ou sont morts. Et ceux qui restent, qui sont au premier plan, sont tous des tricheurs et des menteurs. Voilà. Et par exemple, j'évoque sur Maastricht, c'est quelque chose que vous avez connu, c'est un événement que vous avez bien connu. En face de nous, il y avait des gens qui nous disaient, voilà, on va faire un super État. Et nous, on disait, nous, on ne veut pas d'un super État. On s'est planté. Parce qu'en face, ils mentaient, ils ne voulaient pas d'un super État. Ils faisaient croire qu'ils voulaient d'un super État. Et les gens disaient, un super État, c'est un État super. Donc ils votaient pour Maastricht. Mais en réalité, ceux qui gouvernaient le mouvement d'ensemble de Maastricht, ils voulaient supprimer les nations, les frontières, les États, pas pour les remplacer par une super frontière, par une super puissance, par une super nation. Non, pour fondre et diluer l'espace européen dans un grand marché planétaire avec une gouvernance mondiale. Et d'où on y arrive maintenant, c'est beaucoup plus évident avec le traité TAFTA. Avec le traité transatlantique, on y est. Voilà. Et donc en fait, pourquoi mon livre a tant de succès, c'est parce que en politique, il y a un principe terrible qui n'existe pas dans les entreprises. Dans les entreprises, on a toujours raison, on a toujours tort d'avoir raison trop tard. En politique, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Ouais, trop tôt. Voilà. Justement, dans votre livre, je ne vais pas revenir sur tous les portraits que vous faites d'hommes politiques, vous donnez beaucoup d'interviews, et je sais que tous les journalistes aiment bien vous rappeler, vous dites de Nicolas Sarkozy, de la Pointe-en-Bourg, Jacques Chirac, évidemment, il n'a aucune conviction pour lui, les idées en quelque chose de pathologique. Giscard, une sorte de Kennedy, il avait peur d'un autre mai 68, son objectif, sortir la France de l'histoire, on le sait tout ça. Moi, il y a un homme que j'ai retenu dans votre livre, et je vais vous en parler, c'est Lionel Jospin. Il est cité sur une seule phrase, vous lui rendez hommage d'avoir condamné Boudarel, alors que la classe politique, à l'époque, voulait que l'on enterre cette affaire, y compris les personnalités dites de droite. Et Jospin, vous dites à propos de Lionel Jospin, vous lui rendez honneur, finalement, à travers cette phrase qu'il a déclarée « Rien ne peut justifier qu'un professeur devienne un capot dans un camp de concentration ». Il était courageux, finalement, à ce moment-là, sur ce point. Voilà. Donc, moi, je fais un livre factuel. Hein. D'ailleurs, personne n'a contré mon livre, personne n'a relevé d'erreur, parce que j'ai été très scrupuleux. Tous ceux qui ont de la mémoire et qui ont vécu cette période... Oui, bien sûr. Voilà. Mais, je l'ai dit, d'ailleurs, en commençant. Mais il faut rappeler l'histoire Boudarel. En fait, c'est un commissaire politique qui s'occupait des prisonniers français en Indochine. Qu'il torturait. Il est torturé avec la cage à buffle. Vous savez ce que c'est que la cage à buffle? C'est une maison à pilotis. On les attache, on les attache aux pilotis, des prisonniers français, des soldats français, hein, qui se battent là-bas au nom de la France. Et alors, ils sont attaqués par des insectes extrêmement puissants, des puces volantes, etc., qui les dévorent. Donc c'est la torture la plus épouvantable qu'on puisse imaginer. Et ce Boudarel en question, il a un nom français qui s'appelle Boudarel et un autre nom qui s'appelle Daydong. Et il y a un colloque. Il est connu sous le nom de Daydong. Voilà, et il y a un colloque, je raconte, que j'ai vécu en février 91. Monsieur Beuclair. Un colloque au Sénat. Il y a Monsieur Beuclair, secrétaire d'État aux anciens combattants, qui se lève et qui ressent un profond malaise en croisant un visage. Il vient pâle en le voyant. Ouais. C'était mon tortionnaire. Il est blême et il dit c'est pas possible, je le reconnais. Daydong. Et le type se lève et dit oui, parfaitement. Et là, que fait la presse française? Elle donne tort à Beuclair. Elle dit oui, il a fait son travail de libération de l'autre. C'est déjà le big other, c'est déjà la préférence pour l'autre. Voilà. Et ça va aller plus loin que ça. Toute la Sorbonne va prendre parti pour lui. Toute la classe médiatique, toute la classe intellectuelle va prendre parti pour Daydong. Le tortionnaire, et pour obtenir
droit à la retraite, il va écrire sur son formulaire, qu'on a retrouvé, voyage d'études en Extrême-Orient. Voilà. Et il y a un homme qui se lève, qui est Lionel Jospin, qui dit ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas accepter quelque chose d'aussi profondément amoral. Voilà. Donc je lui rends hommage au passage, parce que ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé. Je me suis dit, tiens, Jospin, là-dessus, il est libre. Alors il y a bien sûr Chirac, le portrait sans conviction, etc. Je me souviens, ce qui va aller dans votre sens, Philippe Malot, ancien ministre du général de Gaulle et de Pompidou, m'avait dit une fois que Élie Crespi, qui était le conseiller en communication de Jacques Chirac après 81, lui faisait répéter comme si c'était un mantra chaque matin: je ne suis pas de droite, je ne suis pas de droite, pour se convaincre, voilà. Mais en fait Chirac, c'est plus compliqué que ça. Oui. Quand il était à Paris, il était de droite parce qu'il fallait tourner Giscard, donc sur sa droite, et pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Et dès qu'il arrivait en Corrèze, hop, il était de gauche, parce que la Corrèze était de gauche. Donc c'était un émule du petit Percueil qui disait: il n'existe pas un seul problème qu'une absence de solution ne soit capable de résoudre. Et donc ça, c'est Chirac. Il y a le chapitre le plus émouvant du livre pour moi, après chaque lecteur il retrouve, mais moi, pour moi, c'est celui qui donne les larmes aux yeux. C'est celui sur la destruction de notre paysannerie, l'arrivée de la chimie, ce que vous qualifiez de sidérurgie rurale pour qualifier cette destruction, avec cette phrase dans les grandes surfaces: la caissière dit c'est la société de consommation, mais elle sera, cette caissière malheureuse, bientôt remplacée par le scanachat. Finalement, on a l'impression, on le voit, qu'on est en train de faire évoluer notre pays vers une sorte de classe de 80% de la population à qui on veut donner 1500 € par mois, logés dans un HLM, à qui on apprend aux enfants à sauver la planète, une sorte de nouveau dieu, et qui regardera des films sur Netflix à longueur de temps du matin au soir. Ce qui s'est passé. C'est terrible, cette... Oui, mais ce qui s'est passé, c'est... La fin, elle n'est pas dans le livre. Hein. Oui, mais ça va tout à fait dans le même sens. On a détruit les campagnes, on a livré les campagnes à l'agrochimie. Vous vous rendez compte, un paysan qui aujourd'hui fait du hors-sol, qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, emblématiquement? On a livré toutes nos campagnes à Bayer, BASF, Monsanto. Voilà. On a pris le risque d'empoisonner les sols, les animaux et les hommes. Et dans le même temps, on a mis tout l'argent pour la politique de la ville. C'est quoi la politique de la ville? C'est la mixité sociale, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'immigration forcée dans les petites communes, les moyennes communes et les grandes communes. Et on a fait des mégalopoles qui sont devenues irrespirables. Mais quelle politique! Je me souviens de Mitterrand qui disait: le socialisme, c'est la ville. Donc il fallait en fait, c'était ça l'idéologie qui était derrière, éradiquer l'indépendance d'esprit. Donc les paysans indépendants, les artisans, les commerçants, les pêcheurs, toutes ces professions indépendantes qui favorisaient l'indépendance d'esprit ont été purement et simplement éradiquées à la Ceausescu, et on a fait des villes affreuses, irrespirables, des grandes villes affreuses, irrespirables, pour pouvoir loger par priorité l'immigration galopante. Voilà cette politique qui a été... Donc, parce que, vous savez, les portraits, Chirac ceci, Chirac ça... François Mitterrand vous a confirmé, oui. D'ailleurs, en parlant de sorte de remplacement électoral. Oui. Mais... Alors, Mitterrand m'a dit ceci. Mitterrand m'a dit, on était à Florence, donc il avait l'impression que ces phrases allaient être emportées par le Ponte Vecchio, comme je ne sais quel aphorisme de Machiavel. Bon. Il me dit, voilà, en 83, je libère les capitaux. Donc en fait, je mets la France dans le grand large. Donc en fait, je passe au libéralisme et au libre-échangisme. Donc, je sais que nous abandonnons les ouvriers à la mondialisation sauvage. Ça va être le début des délocalisations. Et donc, je cherche un lumpenprolétariat de substitution. Et c'est à ce moment-là qu'on crée SOS Racisme, me dit-il. On va y revenir. C'est-à-dire la petite main jaune, sur le modèle de l'étoile jaune, pour vitrifier ceux qui s'opposent à l'immigration, et pour faire du peuple migrant, dit-il, un nouveau peuple élu.
Et c'est tout ça a été monté avec Julien Drey, Jacques Pilon, avec le secrétaire général de l'Élysée, et naturellement Bernard-Henri Lévy, Pierre Berger. Et Bernard-Henri Lévy, à ce moment-là, sort le journal Globe. Et l'éditorial du journal Globe, c'est « Naturellement, nous détestons, parce que nous sommes cosmopolites, tout ce qui est franchouillard, béret, baguette, bourré, on ne sait pas pourquoi, la bourrée, qu'est-ce qui le dérange, le bignou, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il y a une... Je me souviens de cette haine de la France, et il y a l'idée que... cette tradition de ce qu'elle incarne. Oui, non, mais pour lui, tout ça, ce sont des vomissures barbares, quoi. Les flammes rougeoyantes qui sortent de l'enfer. Et donc, la France n'a qu'une chose à faire pour Bernard-Henri Lévy, s'excuser d'exister. Voilà. Et donc, en fait, on a, depuis ces années-là, les Français sont des collabos pour la période de la dernière guerre, puis des tortionnaires en Indochine, puis des colonisateurs, des salauds terroristes en Algérie. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Rien. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on visite le passé récent de la France, sachant qu'on n'a pas le droit de toute façon de fouiller dans ce qui précède 1789 sur les droits de l'homme, donc ça n'existe pas, la France a commencé en 1789. Oui, donc on n'a pas le droit de commémorer Saint-Louis, on n'a pas le droit de parler de Jeanne d'Arc, on n'a pas le droit même de parler de Napoléon, puisqu'on a le seul droit d'évoquer Trafalgar, ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est un pays qui s'absente de lui-même. Donc on imagine, nous qui avons connu la queue de comète des hussards noirs de la République, ce que peut être le roman national pour un jeune Français aujourd'hui. On dit mais c'est les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? C'est un règlement de copropriété, pas plus que ça. Bien sûr. Et les droits de l'homme, si c'est le marché low cost pour tous les ouvriers, la possibilité de tuer les embryons dans le sein de leur mère, ou de les trafiquer alors qu'on n'aurait pas le faire pour les baleines, et si c'est l'absence totale d'héritage, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme avec l'absence totale d'héritage, l'absence totale d'ancrage, la fabrication de cet homme nomade, asexué, hermaphrodite, en apesanteur, qui n'a pas le droit à son passé, qui n'a pas le droit à une histoire, qui n'a plus de généalogie. Cet homme déraciné, c'est quoi? C'est pas grave, il aura une connexion Wi-Fi permanente. Oui. Il va se connecter partout sur Facebook. Mais attendez, alors il faut donner la clé de tout ça. Mais oui, mais vous savez ce que vous dites. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a Google, Apple, Microsoft, Goldman Sachs, etc., etc. C'est-à-dire l'entreprise du troisième type, la firme A nationale. Et c'est Cohn-Bendit qui m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, dans les années 68, les firmes américaines cherchaient des nouveaux marchés, des nouveaux clients, des nouveaux appétits. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le marché du désir, c'est-à-dire fallait transformer le citoyen en un consommateur compulsif, désinhibé, post-névrotique, pour l'avoir sous la main, et donc abattre les souverainetés, les frontières, les États, les nations, pour avoir ce grand marché planétaire de masse. Et donc en fait, ce qu'on peut reprocher à nos hommes politiques, ce que je leur reproche de manière véhémente, c'est qu'ils ont abandonné la France, qu'ils ont abandonné l'Europe, ils ont abattu les souverainetés, les frontières, les États, au marché planétaire de masse, et c'est depuis ce temps-là que l'Europe écrit son avenir sur le continent américain. Nous sommes dépendants des Américains. Il y a l'OTAN sur le plan politique et militaire, et bientôt l'OTAN économique avec le traité transatlantique. Et en fait, les hommes politiques ont une telle détestation. Ça va choquer ce que je vais dire, mais je suis obligé de le dire. Ils ont une telle détestation, tous, de ce qu'est la France chrétienne, dans ses traditions, enfin dans son pied-mère, dans ce qu'elle a apporté de rayonnement au monde et à tous les Français. Ils ont une telle détestation de la France chrétienne qu'ils sont prêts à islamiser la France. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Je me souviens quand c'est pas tous. Ceux qui ne l'ont pas ont peur de le dire. Et oui, vous savez pourquoi ils ont peur? Vous savez pourquoi ils ont peur? Ils ont leur place, ils tiennent leur place. Non, alors ils sont au milieu de ce que j'appellerais la cageophobe.
Alors, ils sont au fond de la cagophobe. Alors, phobe, ça veut dire homophobe, xénophobe, europhobe, islamophobe. Bon, je rappelle que si vous profanez une croix du Christ, c'est une opinion. Par contre, si vous critiquez l'islam, c'est islamophobie, c'est un délit. Bon. Et donc, ils sont au fond de la cagophobe. Tout autour de la cagophobe, il y a ceux qui font les 100 pas, la médiacaste, qui a attrapé la fièvre cafeteuse, et qui, au nom de Madame Taubira, veille à la judiciarisation des pensées et des arrière-pensées. C'est-à-dire qu'en France, c'est un pays totalitaire, la France, aujourd'hui. Et moi, je reçois des dizaines de lettres de parlementaires qui me disent « Bravo, nous, on peut rien dire ». Pourquoi on peut rien dire? Je réponds à votre question. Le nombre de députés qui parfois me disent « Ça, je peux pas le dire ». Oui, ça, je peux pas le dire. Parce qu'ils ont peur d'aller en tôle. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Parce que moi, je suis un homme libre et j'écris tout ce que les gens, en fait, pensent tout bas, mais ils le disent pas parce que, voilà. Et vous savez, quand j'ai écrit ce livre, mon éditeur, Albin Michel, a donné le livre à 2 avocats, qui sont des avocats du haut du panier. Hein, voilà. Et ils ont dit, il y a un procès par page. Et alors, incroyable, pour l'instant, personne n'ose me faire de procès. Mais, vous voyez, faut se mettre à la... Si on a une classe politique aseptisée, introvertie, qui passe sa langue au micro-ondes, c'est parce qu'il y a la trouille. Alors j'aimerais revenir sur l'immigration, sur la France, sur la colonisation. Il y a un chapitre merveilleux dans votre livre, c'est votre rencontre avec le roi Hassan II, avec 2 phrases que je retiens sur Lyautey. On l'a souvent expliqué, on l'a dit, il y a eu une colonisation de droite et une colonisation de gauche. La colonisation de gauche, c'est l'Algérie, la colonisation de droite, c'est le Maroc. Résultat, 50 ans après la colonisation de droite, il y a des statues de Lyautey dans les rues des grandes villes marocaines. 50 ans après la colonisation de gauche, le colonisé demande encore des comptes et estime, de son point de vue, avoir été malmené, oublié, maltraité. Et Hassan II vous dit, d'abord, il prend la défense évidemment de Lyautey, vous dit pourquoi n'aimez-vous pas Lyautey? Vous lui dites, est-ce que ça vous gênait pas quand on vous apprenait nos ancêtres les Gaulois? Il dit, mais non, c'était la forme allégorique, bien sûr. Et il le comprenait que l'on puisse apprendre à tout Français, peu importe sa couleur de peau, nos ancêtres les Gaulois. Même s'il est arrivé depuis 20 ans en France, s'il aime la France. Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler cette conversation. Il m'a dit aussi une chose qui m'avait beaucoup marqué. Il m'a dit, vous savez, votre intégration, l'intégration, ça ne marchera jamais. Pourquoi ? Ah bon, vous me dites ça, que ça ne marchera pas? Mais il faut quand même essayer. Il me dit non, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a l'Oumma. La communauté des croyants. Voilà, il m'a dit, il n'y a qu'une nationalité pour des musulmans, respectueux du Coran et de la Sunna. Et il dit, je parle en tant qu'émir des croyants. Donc moi je protège les Marocains où qu'ils soient. Ils sont marocains, musulmans, musulmans, marocains. Et donc on ne peut pas se défaire de l'Oumma. C'est la super nationalité. Et on ne peut pas se défaire de la chaîne entre Marocains et musulmans, puisque la citoyenneté marocaine est liée à la religion. Et du reste, la naturalisation marocaine est liée aussi à la conversion. Exactement. Et donc, en fait, vous mentez à vous-même, et vous mentez aux Marocains lorsque vous parlez de l'intégration. Il y a l'Oumma, il y a la charia, il y a le djihad. Voilà. Et donc, il avait une vision, Hassan II, qui était remarquable. C'était vraiment un visionnaire. Avec Solzhenitsyn et le professeur Lejeune, c'est un des 3 hommes qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, vous êtes littéralement capturé, pas simplement captivé. Il vous emmène en voyage. Il vous fait faire un tour du monde. Voilà, et avec une vision de tous les problèmes du monde à échéance de 20 ans, 30 ans. Il m'avait dit, Maastricht, quelle erreur, Mare Nostrum, attention, l'Europe va monter vers le nord, elle sera dominée par l'Allemagne, alors que l'Europe actuelle sans Maastricht, elle est équilibrée parce que vous êtes d'abord une puissance latine. Francophone, on avait une carte à jouer que vous avez joué avec le Puy du Fou. Et il m'avait même dit la Méditerranée, c'est une sorte de lac de Tibériade pour les 3 religions.
Donc c'était génialement vu. Il dit, vous savez, il n'y a qu'une forme de diplomatie. Il avait dit le mot de Napoléon, c'est la géographie. Regardez où vous êtes, regardez où sont les Allemands, regardez où sont les Anglais. La diplomatie ne peut pas être la même. Si les nations existent, c'est parce qu'elles correspondent à des pesanteurs qui ne dépendent pas de nous et de notre volonté. Des pesanteurs qui sont inscrites dans la géographie. Il voyait aussi que géographiquement, le Maroc était ce qu'on appelle le hub dans les aéroports internationaux. On n'est plus dans la zone nationale ni dans la zone internationale, la zone de fret, mais c'est le point central où tout le monde converge. Oui. Europe, Afrique. Oui. Voilà. Il avait vu cela aussi. Oui, il avait vu. Avec la francophonie. Oui, et il m'avait dit, je suis moi le principe d'unité. Alors, il parlait de lui, évidemment. Bien sûr. On va rester sur la question de l'islam. Ouais. J'ai 2-3 questions encore. Il y a l'Atakia, ça c'est essentiel d'avoir évoqué cela. Vous citez par exemple les travaux qui ont été faits par Annie Laurent, que l'on connaît bien. Il y a une naïveté des politiques sur l'islam. Pourquoi les politiques sont quand même des gens assez cultivés font-ils semblant de ne pas savoir que dans l'islam, tout est lié, qu'il y a un corpus commun et que le principe de la laïcité est contradictoire? Parce que ce sont des dhimmis, des collabos. C'est-à-dire qu'ils ont la trouille. Ouais. Quelqu'un comme Éric Zemmour, il a une protection de 4 policiers en permanence, jour et nuit. Voilà, parce qu'il a chatouillé l'islam. Donc, vous savez ce que c'est qu'un dhimmi? Les dhimmis, c'est, vous le savez, mais je le dis pour les téléspectateurs, c'est un demi-citoyen. C'est-à-dire des gens qui sont des juifs et des chrétiens qui sont tolérés en terre d'islam, mais avec des demi-droits et une obligation de payer un tribut. Oui. Et donc, en fait, vous vivez dans la terreur quand vous êtes dhimmi. Eh bien, quand je vois Juppé, moi, qui dit mais il n'y a pas de problème de voile, etc., j'ai jamais lu le Coran, d'ailleurs, il a dit. Ce qui est grave de dire qu'il n'a pas lu. Eh bien, il est déjà un dhimmi dans sa tête. Vous voyez. En fait, l'avenir, j'aurais terminé avec ça, parce que c'est l'essentiel de mon livre, c'est que Solzhenitsyn m'avait dit, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. Les dissidents, ce sont des gens qui auront le courage d'être des franchisseurs de lignes rouges, c'est-à-dire de franchir le périmètre sanitaire. Ils n'auront pas peur d'aller en prison. Et deuxièmement, ils auront le courage de remonter les murs porteurs. Voilà, les dissidents. Et on aura face à face les dissidents et les dhimmis en France, dans quelques temps. Les dissidents, ils appartiennent à la jeune génération, ils vont sortir de la grande catacombe avec une petite luciole, ou comme disait Solzhenitsyn, avec un zamizdat sous le manteau, en disant ça je refuse, ça je n'accepte pas. On va terminer sur les dissidents. Mais sur les dhimmis, Philippe de Villiers, juste une réflexion. Les pays arabes qui ont aboli la dhimitude, c'est eux qu'on a été chassés, sous Walid en passant, et que l'Occident a été combattre. Voilà. Exactement. Alors sur les dissidents, et là je termine cet entretien là-dessus, c'est là où, dans le livre, finalement, je suis déçu comme un excellent feuilleton. On a regardé Homeland, on a regardé 24 heures, et on se dit, ça y est, c'est le 13e épisode de la saison 1, on va savoir qui est le meurtrier, comment le coup d'État a été fomenté, etc. Et ça s'arrête brut, et on est frustré. Et quand je dis que là, ça s'arrête brut, c'est que vous nous invitez à former des générations de dissidents. Mais maintenant, j'ai envie de vous demander, comment, par expérience du temps passé, j'ai vu des générations se former, éclore en 80, etc. Puis il y a le découragement, puis il y a la fatigue, puis il y a la carrière professionnelle, puis il y a les pressions, puis après il y a une autre génération qui arrive, et puis la première dit oui mais moi j'ai vécu ça, ça et ça, j'ai plus envie de moi. Quelle est la clé maintenant pour ne pas se tromper et ne pas les décourager? La clé, qu'est-ce qui a changé? D'abord, et après je réponds à votre question. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes qui se disent « on nous a floués ». Ils sont conscients. On nous a floués, on est minoritaire, on ne sera pas demain majoritaire, donc ce système dans lequel la majorité devient totalitaire, c'est un système qui nous a floués. Donc je ne crois plus les hommes politiques. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée mon petit isolat de résistance. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Et donc en fait, ils pratiquent la devise suivante: une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contre-pente. En d'autres termes, regardez ce qui se passe par exemple avec les écoles en ce moment. Bon.
le mouvement d'Anne Coffinier créer son école. Voilà. Donc en fait, votre question est une question, je comprends bien, de méthode, mais vous savez bien sur le fond que partout où il y a deux familles qui résistent, ils se mettent en commun, ils créent une école. Bon ben déjà, ça veut dire qu'il y a une école parallèle. Il y a école parallèle, médias parallèles, culture parallèle, etc., etc. Et donc, petit à petit, par la force des choses, on va avoir une contre-société avec des pensées indépendantes et qui vont former des résistants attachés à la transmission. Et pendant ce temps-là, les laïcards, qu'est-ce qu'ils font? Ils se stérilisent eux-mêmes, puisqu'ils ont inventé un système qui ne leur permet pas de se reproduire. Et les cliniques indiennes ne suffiront pas pour fournir les enfants. Et donc, en réalité, la bataille démographique, elle va se jouer entre ceux qui croient encore à la famille et ceux qui n'y croient plus. Mais ceux qui croient encore à la famille, ils vont continuer à faire des enfants et ils vont être bientôt conscients de la nécessité de créer ces catacombes, c'est-à-dire ce que Raspail avait appelé des isolats de résistance. Je ne trouve pas d'autre expression parce qu'elle est très belle. Des isolats de résistance, c'est ça les dissidents. Et ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce que m'avait prédit en 1996 Solzhenitsyn. Il m'a dit voilà ce qui va se passer. Ça s'est passé comme ça chez nous. C'est comme ça que ça s'est passé dans les pays de l'Est, sous la botte communiste et en Union soviétique. Il y avait des isolats, dont l'isola... De contestation sur des thèmes, parfois. Oui. Vous avez cité les veilleurs ou la manif pour tous, mais je citerai le mouvement des libérés de la sécurité sociale, les frondeurs contre le RSI, contribuables associés. Tout ça sont des... Et ça ne demande qu'à s'agglomérer, finalement. Des sociétés parallèles, et puis un jour, les sociétés parallèles feront basculer le système. Vous voyez? Et je vais plus loin. Un jour, il y a un gars de 30 ans qui va dire, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, on me fait payer mes impôts pour le mariage homosexuel, pour le remboursement de l'avortement, pour payer la grande migration islamique, etc., pour payer les mosquées, qui vont être financées sur fonds publics, etc., c'est déjà commencé. Donc moi, je ne paye plus mes impôts. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il va aller en tôle. Bien sûr. Puis son voisin va dire ben moi je fais pareil. Au début, les prisons seront remplies. Mais à un moment donné, c'est les murs de la prison. Non mais oui, puisque maintenant on les libère les prisonniers grâce à Alain Taubira qui pense que c'est la société qui déprave les coupables. Mais un jour les murs des prisons tomberont, c'est-à-dire que ça sera plus, il y aura la désobéissance civique. Et moi j'appelle à la désobéissance civique. Alors il y a un tel respect des institutions encore aujourd'hui. Vous savez que dire ça, ça peut vous mener en tôle. Hein, oui, absolument. Oui. Mais la désobéissance civique, c'est l'idée que, attaché à des valeurs fondatrices, je n'accepte pas la destruction de la société. Et je dis aux hommes politiques, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels, parce que vous avez abandonné la souveraineté et vous n'avez pas osé le dire aux Français. Et quand j'entends encore une fois les Hollande, Sarkozy, Juppé et les autres qui font mine d'avoir le pouvoir ou de le conquérir, alors que... Fillon reconnaît quand il va chez Bilderberg, en vous disant c'est eux qui ont le pouvoir, je suis obligé de il me l'a dit. Je lui dis pourquoi vous allez au groupe Bilderberg à la trilatérale, vous et Juppé? Il me dit parce que c'est eux qui nous gouvernent. Voilà, c'est eux qui nous gouvernent. Et donc en fait, petit à petit, depuis le traité de Maastricht, ils ont tout donné. Vous savez, je terminerai par là. Les anciens, les latins, les romains, disait avec beaucoup de bon sens, le pouvoir est un composé. C'est pour ça qu'il est si complexe et que l'autorité est si difficile et l'obéissance encore plus. Un composé de 2 éléments, la potestas et l'auctoritas. La potestas, c'est le pouvoir de gouverner, le pouvoir de commander, le pouvoir de punir, le pouvoir de légiférer. La potestas, on comprend ce que c'est intuitivement. Et l'auctoritas, c'est plus subtil encore, c'est l'aura, c'est le symbole,
Et par exemple, Saint-Louis gouvernait sans potestas, juste avec l'autoritas, parce que Solzhenitsyn reprend d'ailleurs ce que faisait Saint-Louis en disant un pays qui n'a plus de mœurs, il fait des lois. Vous faites des lois, c'est la potestas, et l'autoritas, si vous avez beaucoup d'autoritas, vous n'avez pas besoin de faire des lois. Eh bien, aujourd'hui, quelle est la situation? La potestas est partie à Bruxelles et l'autoritas chez Ruquier. Voilà. Merci Philippe de Villiers. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu chez Albin Michel. Vous dites tout, la trahison des élites. Enfin tout, pas vraiment tout. Les journalistes savent aussi. Évidemment ça on peut pas le faire, mais sur la vie privée de ces gens-là et leur sexualité, il n'y a aucun mot là-dessus, mais on comprend que c'est pas possible, mais on serait pas déçus. Hein. Et c'est loin des pièces d'Eugène Labiche, hein, avec l'amant dans le placard. Ça serait bien gentil. Voilà. En tout cas, mais merci. En fait, je vais vous dire ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire la politique est devenue le show business. C'est pareil. D'ailleurs, le seul qui avait essayé de lancer une info un soir sur Canal+, c'était, vous vous souvenez, Luc Ferry, quand il parlait des soirées à Marrakech. Voilà. Oui. Et personne n'était surpris dans le monde médiatique. Les gens s'appelaient en disant est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Luc Ferry? Il balance. Oui. Mais en fait, la politique est devenue... Oui, non, mais à force d'aller se maquiller dans les cabines de maquillage pour passer dans les médias, les hommes politiques sont devenus des stars. Et à force de se côtoyer avec les stars, tout le monde se mélange et c'est un système de show business. Voilà. Donc en fait, la caractéristique du show business, c'est qu'on joue. Alors, un acteur qui joue, un chanteur qui joue, normal. Il joue bien, il chante mal, il chante... Bon. Mais un homme politique qui joue, ça c'est très embêtant, parce que nous on joue pas. Bien sûr. Voilà. Dernier acteur que j'ai interviewé, il ne jouait pas, il était sincère, Philippe de Villiers, c'était Gérard Lanvin. Et quoi, il y a les politiques, je les sens jouer et mal jouer, et quand Lanvin me parle de son amour de la France, on sent que ça vient du cœur et qu'il ne joue pas. Voilà. Vous voyez. Merci. Exactement. Et même chose pour Depardieu et Delon.